mais ça a coupé, effectivement. Ouais. Bonjour Michel, si je peux me permettre, c'est Naglou. Je voudrais juste revenir justement par rapport à ce que vous disiez sur l'emboîtement des énigmes, sur une question que je vous avais posée. Alors, je fais un préambule. Vraiment, je suis pas du tout du style à faire des trucs cachés dans les questions, etc. Pour la simple et bonne raison que ça m'intéresse pas. Donc, si je donne l'impression de faire un truc vicieux ou quoi, c'est vraiment pas voulu de ma part. J'en suis désolé. D'accord. Vous êtes absous d'avance. Voilà. C'est sur une question que je vous avais posée concernant des doutes qu'on pourrait avoir en début de jeu, à savoir s'ils étaient levés si on résolvait correctement la 470. Et dans mon souvenir, vous m'aviez répondu, il faut aller un peu au-delà de la 470 pour que ces doutes soient levés. Donc j'en avais déduit, j'espère ne pas m'être trompé, j'en avais déduit que on pouvait commencer le jeu avec des solutions un petit peu floues, entre guillemets, après chacun utilisera le qualificatif qu'il veut, et que ce brouillard allait se dissiper un petit peu après la 470. J'ai bien déduit ou est-ce que je me suis trompé ? Non, c'est pas mal déduit. Ce qu'il faut absolument avoir présent à l'esprit en permanence, c'est que vous ne devez vous autoriser aucune tolérance par rapport à la concordance avec les éléments que vous connaissez du cahier des charges et des énigmes. Si à un moment donné vous commencez à vous dire je suis un peu dans le flou, mais bon, là je vois bien que là je suis pas tout à fait précis, mais je m'arrange avec, c'est pas bon. En revanche, si de ce que vous percevez, je dis bien de ce que vous percevez qui vous a permis d'arriver là où vous êtes, vous dites tout est en phase avec les énigmes, il n'y a rien qui dénote, il n'y a pas de décalage, mais j'ai quand même un peu de flou sur autre chose, vous pouvez continuer. Le vrai baromètre, c'est de dire à quel moment je m'autorise des libertés par rapport à ce qui m'est écrit, à ce qu'il y a dans le livre. On revient toujours à ce foutu livre. À quel moment je m'autorise des libertés avec les textes, avec les visuels, à quel moment je me dis, ouais, bon, mais peut-être bien que c'est pas forcément bon là. Vous voyez ce que je veux dire? Subjectif. Le problème, c'est que c'est subjectif et qu'il y a certaines personnes pour qui leurs pistes vont leur sembler extrêmement précises, propres et sans bien. Non, là je regrette. Moi, je reçois beaucoup de messages privés dans tout ce que je reçois quand je vois arriver des théories, quelles qu'elles soient, ou des propositions de solutions, ou ce que vous voudrez. Je vois immédiatement à quel moment ça colle pas avec les énigmes. C'est visible. Moi aussi, moi, par exemple, si quelqu'un m'expose sa solution, je vais lui dire non, mais ça c'est n'importe quoi. Mais lui, au fond de soi-même, il considère que c'est forcément ça et que c'est forcément la bonne ça veut dire qu'il n'est pas objectif. Ça veut dire qu'il n'est pas objectif. Vous mettez le doigt exactement sur le vrai problème, c'est qu'il faut s'astreindre à une objectivité totale. Il faut dire, le cahier des charges, c'est ça, les énigmes, c'est ça, je colle pas. Là, il y a un petit décalage, donc c'est pas bon. Ouais, c'est la difficulté de savoir sur la... C'est ça. Ouais. Et moi, je vois souvent, quand que ce soit dans les échanges sur le Discord ou parfois sur d'autres forums, moins maintenant, mais à une époque où j'y allais un petit peu, ou dans les messages que je reçois, je vois bien que, mais certains me l'écrivent, ils me disent bon, là, je me rends bien compte que je suis pas tout à fait, mais je pense que, ben non. Si on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait, c'est qu'on n'est pas bon. C'est bien pour ça que j'étais coincé en 470, moi, par exemple. Parce que j'arrivais pas à trouver quelque chose de suffisamment carré pour me dire c'est ça, et donc je passe à la suite. Mais vu que c'est après, toutes les énigmes ne sont pas forcément carrées au sens où vous l'entendez. On a déjà dit que une énigme ne nécessite pas forcément. À un moment, j'ai dit, il n'y a pas forcément à tirer un reliquat d'une énigme, c'est-à-dire à disséquer le truc en disant il me reste un petit morceau de 125 grammes que je mets de côté pour le prochain coup. Non, c'est pas aussi précis que ça. Il y a des énigmes dont on déduit plus un concept, etc., plutôt qu'un élément très très précis. Ou voilà, il y a différentes choses à trouver quand même dans les énigmes. Il y a des solutions qui doivent être interprétées à la lumière de ce qu'on a trouvé avant. Ça me semble évident.
Je dirais interprétées potentiellement, mais comprises surtout. Il y a des choses qui doivent être comprises à la lumière de certaines solutions, plus que, à proprement dit, calculées. À interpréter, je disais. Oui, mais comprises plutôt qu'interprétées. Une interprétation, c'est déjà subjectif. Une compréhension, ça reste objectif. Il faut comprendre pourquoi cette phrase, ce mot a été choisi, ou voilà, il faut que la solution soit avec ouais, enfin, moi je pense que quand même, il y a des solutions qui sont obtenues dans le contexte propre à l'énigme concernée et qui doivent se comprendre, alors, c'est pour ça que je parle d'interprétation, dans un contexte plus global qui est celui de la logique d'enchaînement des énigmes. Oui, voilà, oui, ça c'est cohérent comme approche, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on ne comprendra jamais, genre les rimes qui sont pas bonnes ou autre chose? Moi, je pense que quand on a la bonne solution, on comprend tout. Ça a coupé, mais j'ai déduit la suite. Il avait peut-être les bonnes solutions, il s'est fait zigouiller là. On peut avoir les bonnes solutions et un mauvais micro, ça c'est fâcheux. Ou une mauvaise connexion. Bon, heureusement que ça ne vous le fait pas quand vous dites je vais vous expliquer que, et ça coupe. Ouais. Bon, alors, il y a comme un retour là de... Allô? Oui? On vous écoute? Bon. Je pense qu'il voulait dire que quand on a les bonnes solutions, on doit pouvoir comprendre tous les mots qui sont utilisés dans l'énigme correspondante. Et tout s'expliquer. Oui, tout se comprend, mais il y a parfois un peu de poésie, oui. Oui. Mais tout se comprend. Ok, merci. Bon. J'espère que Asfo enregistre. Oui, non, Asfo ne répond pas. Asfo fait la gueule. Non, il est parti à la sieste. Oui, il doit dormir là. Il s'est endormi sur le bouton. Ah, ça y est. Ouais. Bon, Asfo, c'est enregistré le vocal. Ouais, il va falloir que je m'arrête parce que je vais encore me faire engueuler que 1 heure, 2 heures, 5 heures de vocal, c'est insupportable. On n'aura jamais le temps de tout réécouter, donc il faut que je m'arrête. Moi, je trouve ça tout à fait supportable, mais bon. Je vais encore me faire engueuler. Ces aides de Neptune, là, Max, il s'est quand même vraiment brouillé les pattes quand il répondait à ces histoires d'alignement. On voit, c'est toujours compliqué, on n'arrive pas à savoir ce qu'est la vérité. Il y a des fois comme ça où... Max, il était parano, Max. Max Valentin était parano. Il avait peur d'en dire trop. Moi, quand je lis des fois, honnêtement, quand je lis des Maddy, des fois, je me marre. Littéralement, je rigole parce que comme je sais exactement ce qu'il avait en tête en répondant ce qu'il a répondu, ça me fait rigoler parce que je me dis là, il a senti qu'il risquait d'en dire trop, donc il rectifie le tir. Il dit un truc, mais après il relativise. Il y a plein de moments où c'est complètement transparent pour moi quand je lis ça. Ça me fait rigoler, mais bien sûr que des fois, il était coincé, comme moi, vous essayez de me coincer, vous essayiez, c'est révolu ce temps-là, mais c'est un temps où certains essayaient de me coincer avec des tas de questions dans tous les sens, en se disant il va finir par lâcher quelque chose, mais lui, il a ressenti la même chose, hein. Alors effectivement qu'il y a des fois où il s'est peut-être bien un peu emmêlé les pinceaux, on peut le comprendre et lui pardonner, ça. Pas sur les aides de Neptune, à mon avis. Et c'est vous qui venez de dire qu'il s'était emmêlé les pinceaux avec les aides de Neptune? Non, c'est Greg. Je sais pas, mais moi je pense que pas du tout. Il s'était pas du tout emmêlé les pinceaux sur les aides de Neptune. Bah, je pense que si. Si, quand même, il y a des il m'a dit, oui. Il y a beaucoup de choses qui a dit. Le problème, les gars, c'est que les gens posaient des questions en pensant carte. Et Max, on ne sait pas si c'est carte ou pas carte dans les solutions d'énigmes. Donc,
quand les chercheurs posent une question en ayant pour support la carte, lui, il doit répondre en jonglant peut-être si l'énigme se décrypte sans carte. Ça devait être hyper dur de répondre. Sur les alignements, il dit tout et son contraire. Sur les alignements des aides de Neptune, avec le point d'arrivée, je pense. J'ai pas trouvé, il n'y a pas des masses d'erreurs, je trouve. Moi, les seules erreurs qu'il y a eu ont été corrigées, il me semble, dans des. C'est bien ça, ouais. Ce que je dis, elles ont été corrigées. Il n'y a jamais eu d'erreur. Peut-être qu'il lisait un mot de travers, il prenait ouverture pour Carus-Burke ou l'inverse, ou. À un moment donné, il s'était même emmêlé les pinceaux. On lui demandait si Carus-Burke avait déjà été rencontré auparavant, il certifiait que non, alors qu'en fait, si, on retrouve bien Cherbourg en 580. Et il y a eu des échanges de Madi incroyables où il persistait dans son erreur. Non, mais après, ils avaient demandé sous une autre forme. Et il persistait en disant que non, et après, il s'était rendu compte de l'erreur, il avait dit oui, et puis il s'était même énervé carrément dans certains Madi, en disant oui, l'erreur est humaine, nani, nana. Et voilà, ça c'est bien, l'erreur est humaine. Il avait oublié que Cherbourg apparaissait dans la 580, en fait. Est-ce que la résolution de cette 560 peut amener à se tromper dans les réponses aux chouetteurs? Est-ce que c'est l'énigme publié par Max Valentin ou des ratas relevés dans les réponses? Ah ouais. Où Max dit qu'il s'est trompé, mais dans la 560, il se trompe, il rectifie, puis après il rectifie sa rectification. Est-ce que c'est l'énigme qui veut ça? C'est-à-dire que c'est pas facile de répondre. Mais non, c'est pas l'énigme, c'est les questions, c'est l'ambiance question-réponse qui veut ça. C'est les questions. Non, le mec, il était. Moi, sa fille me l'a dit. Il y a des soirs, il était au pied de l'escalier avec le Minitel sur les genoux. Il gueulait qu'il en avait marre, que les mecs comprenaient rien, que si, que là. Faut vous mettre dans la peau d'un type qui répond à des milliers de questions sur Minitel. Restez les pieds sur terre. Hein. Donc, bien sûr qu'il y a des choses où il a dû être un petit peu à l'ouest de temps en temps. Moi, je peux l'imaginer. Je connais pas assez les Madi pour vous répondre sur des erreurs ou des errata qu'il aurait donné ou machin. J'en sais rien du tout. Mais c'est certain qu'à des moments, il devait pas être très clair. Hein. Il devait en avoir marre. Hein. Oui, puis il y a un tas de questions. Il peut y avoir un tas de un même sujet formulé différemment et qui appelle des réponses différentes. Avec pas mal de toute façon, d'une manière générale, je vais vous dire un truc. Hein. D'une manière générale, les Madi, il faut les considérer de 1993. Bon, 1993-94, c'était Mania. Je sais pas, ils n'ont pas été conservés. Hein, je crois ceux-là, on les retrouve nulle part. Hein. C'est donc à partir de 94 sur Max Val, vous allez de 94 à 97, et puis après, c'est plus la peine de vous fatiguer, quoi. Parce que je pense que déjà sur 2 ou 3 ans, il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Et après, je sais plus à quel moment j'ai lu des trucs comme ça où il dit, je me rappelais plus que j'avais dit ça, machin. Au bout de quelques années, même lui, il se rappelait plus. Enfin, je veux dire, c'est pas possible humainement de se souvenir de 10 ou 20 000 ou 50 000 réponses qu'on a pu faire, quoi. C'est pas possible. Est-ce que justement dans les années 2000, quand il y a eu un petit moment où il y a eu des reprises de QR, est-ce qu'il n'a pas été enclin à lâcher plus d'infos, justement de lassitude, et à lâcher plus d'infos précises? Parce que je crois qu'il y a des QR qui datent de 2000. Si vous voulez, moi, de ce que j'ai à titre personnel, hein, parce que bon, lui seul pourrait le dire, mais ou aurait pu le dire. Mais ce que moi j'ai ressenti dans pas mal de trucs, c'est que en fait, entre le moment où il a fait avec moi la Chouette d'Or et puis les années qu'on suivi, où progressivement il s'est fait un nom comme organisateur, concepteur de chasse au trésor, petit à petit, il a compris dans un premier temps que la Chouette d'Or, c'était une enseigne publicitaire pour lui, et Dieu sait qu'il a tout fait pour l'utiliser. Et après, je pense qu'il y a eu un moment où il avait plutôt envie qu'elle soit découverte et où il se disait, ça va me faire un gros coup de pub, je vais vendre le bouquin des solutions et puis je vais vendre des chasses au trésor à tour de bras, quoi. Je pense qu'il y a certainement eu des périodes où ses réponses étaient influencées par son état d'esprit par rapport à tout ça. Ouais, c'est tout à fait possible. De la même manière que
quand la chouette a été saisie, l'époque qu'on évoquait tout à l'heure, donc elle a été saisie en 2004, toute cette période-là, il était complètement... il était un peu en panique, hein, parce qu'il s'est dit si jamais j'ai un vainqueur, etc. Donc toutes ces périodes, le moment où il a démarré son business de chasse au trésor, où il avait peut-être, j'en sais rien, des problèmes financiers, le besoin de développer son business et tout ça a pu influer sur ses réponses. C'est pour ça qu'il faut suivre un peu le personnage, il faut comprendre qui était le personnage. C'est ça l'utilité du truc. Ça fait d'autres énigmes à résoudre. Non, c'est pas des énigmes. C'est un comment dirais-je, c'est un maître étalon qui permet de se dire à certaines périodes on était précis, et à d'autres périodes il y avait un peu de dilatation ou de rétractation, donc il était plus ou moins disposé ou plus ou moins concentré sur la chouette. Au début, il était à fond dedans, ça c'est sûr. Au début, il était à fond dedans. On échangeait fréquemment, on se téléphonait souvent. Il était à fond dedans, enthousiaste, moi aussi, etc. Puis petit à petit, les liens se sont distendus et petit à petit, il s'est intéressé à autre chose, à d'autres chasses, à d'autres trucs. Donc, pour ça, je dis, plus on est dans les débuts des Madi et plus on a d'éléments fiables. Et plus on avance dans le temps et plus il y a des interférences avec d'autres paramètres. Oui, sauf que quand c'est trop le début, il n'allait pas non plus lâcher trop d'infos dès le début. Donc faut oui, c'est vrai aussi. Ouais. Mais il n'a jamais lâché grand-chose. Hein. Je vous le dis franchement, il n'a jamais lâché des tonnes. Hein. Faut pas exagérer. Hein. D'accord. Enfin, pour ce que j'en connais, encore une fois, j'ai pas lu tous les Madi, donc il faut que je reste prudent. Mais de ce que je vois, il a quand même... Ouais. Le problème, c'est qu'il a soulevé pas mal de paradoxes qui ont fait que les chercheurs ont pensé qu'il disait n'importe quoi, justement. Parce que ces paradoxes détruisaient beaucoup de pistes, et automatiquement, le meilleur moyen de continuer dans sa piste, c'est de dire qu'il disait n'importe quoi. Ouais, mais regardez, moi... C'est un peu le sens des questions qu'il y a actuellement. Hein. Alors que pour toi, un paradoxe, ça peut amener par la bonne piste. Non, mais je comprends bien, mais regardez, l'autre jour, je sais plus qui, c'était Archimède ou je sais pas qui m'a branché, on est parti sur le morse ou sur je sais pas quoi, je sais pas si c'était lui, et puis comme ça déconnait un petit peu, j'ai répondu, j'ai fait le point et j'ai tiré un trait, ça a été des polémiques sans fin sur les points, les traits, les machins, alors que j'ai juste déconné, quoi. Et Max Valentin, c'était un peu ça aussi, de temps en temps sur le Minitel, il faisait une petite réponse, moi je vois bien, de temps en temps, il s'est fait plaisir et il répond un truc, c'est sur le mode quand même très humoristique et ça part quand même dans tous les sens. Donc c'était pas toujours voulu, mais c'est vrai que le principe des échanges, il favorise ça. Hein. Il y avait beaucoup de Madi d'ailleurs, on sentait qui répondaient pour ne pas dire à la personne, mais vous me posez n'importe quoi. Vous m'emmerdez, j'ai déjà répondu 50 fois. Voilà, exactement. Bien sûr. Donc, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais restez aussi dans le contexte. Restez aussi dans le contexte qui n'est pas anodin, que c'était un gagne-pain pour lui, le Minitel. C'était quand même un truc lucratif, très lucratif même. Donc, il était aussi dans un contexte business où il se faisait un devoir de répondre. Moi, j'ai un peu rué dans les brancards parce que je refuse qu'on puisse considérer que j'ai un devoir de réponse. Je ne dois rien à personne. Je n'ai aucun devoir de réponse à qui que ce soit. Je réponds comme je veux, quand je veux. Je me connecte comme je veux, quand je veux. C'est ma liberté, c'est mon plaisir. Mais lui, il n'était pas dans ce contexte-là. Lui, il était payé pour faire ce qu'il faisait. Les gens payaient cher, d'ailleurs. Le Minitel coûtait très, très cher. Bon, à l'époque, c'était moins flagrant qu'aujourd'hui parce qu'on était, même le téléphone coûtait très cher à l'époque. Donc, on était un peu habitué à ça, mais c'était quand même beaucoup d'argent. Pour les gens qui passaient 1 heure ou 2 heures tous les soirs, ça coûtait quand même, je sais pas combien c'était, mais 3 ou 4 francs la minute. Bon, 60 minutes à 4 francs, 240 francs, c'est comme 200 € aujourd'hui, hein. Ça coûtait quand même des ronds, quand même, hein. Donc, il était dans ce contexte-là, il avait un devoir de réponse. Et forcément, ça influe sur le comportement, ça. Sûrement. Est-ce que
que l'on doit trouver, tracer au cours du jeu forme une figure à exploiter plus tard. Est-ce que tout ce qu'on doit trouver forme un cœur, par exemple, un grand cœur? Une figure. J'ai vu cette théorie. Alors, article 1, je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a aucune raison que je réponde à ça. Ça ne fait pas partie de mes attributions. Je ne suis pas Max. Et deuxièmement, je pense que si on se penche un peu sur la logique du jeu, c'est peut-être pas un élément tout à fait indispensable. Ça y est, silence lourd de conséquences. Là. Tu parles du dessin ou du cœur? Oui, ou de la carte. Je n'en dirai pas plus. C'est bien, les phrases qui se terminent par des points de suspension. Les phrases qui se terminent par des points de suspension sont très agréables en ce qu'elles ne verrouillent pas l'imaginaire du lecteur. Le problème, c'est que au-delà de ne pas la verrouiller, ça augmente l'imaginaire. C'est ça le problème. Non, il n'y a pas besoin de l'augmenter, il est complètement débridé. C'est impossible de l'augmenter. J'ai vu des choses tellement hallucinantes, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu des trucs hallucinants, proprement hallucinants, superbes. Je trouve ça incroyable. Je vais même aller plus loin, même quand je lis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même quand je lis les théories du sinistre Monsieur Crowley, je me dis, mais ce mec a passé des années à échafauder des théories qui sont absolument impensables, incroyables, qui peuvent tout à fait, comment dirais-je, séduire l'imaginaire. Ça fait partie et donc c'est pour ça que je vous dis que l'imaginaire des chercheurs est totalement débridé. Je n'exclus personne. Je peux rien faire de plus. Là. Même quoi que je dise, je peux pas en rajouter. C'est déjà total comme débridage. Oui, mais est-il possible de développer cet imaginaire de façon cohérente sur toutes les énigmes? Je m'y acharne depuis déjà quelques mois, depuis le début de ce Discord. Je dis et je redis qu'il faut considérer le personnage de Max Valentin à hauteur des yeux, encore une fois. Il ne faut pas en faire un personnage surdimensionné. Un être humain tout à fait normal. Déjà ça rassure. Ça permet de lire ce qu'il a écrit d'une façon un petit peu plus, comment dirais-je, simple, tout simplement. Et deuxièmement, il faut partir dans ces énigmes comme on part dans une chasse au trésor. On n'est pas à l'Académie française, on n'est pas à une séance de dictionnaire, à chercher des choses extrêmes et alambiquées, très compliquées, etc., etc. On est dans une chasse au trésor. Je pense que là, je donne des éléments qui doivent permettre à l'imaginaire de certains de se rasséréner un peu, de revenir un petit peu plus dans un éventail de possibles. Restreint, ouais. Mais l'imaginaire, il débute quand on n'y arrive pas. Par exemple, on a cette lumière qui est céleste, donc tout le monde va interpréter de façon différente le fait qu'elle soit céleste, et donc c'est là que l'imaginaire commence. Non, l'imaginaire, il se trouve, il se déclenche quand vous êtes confronté à vous-même. C'est-à-dire, tout le monde est couché, vous êtes tout seul devant votre bouquin, il n'y a plus que vous qui lisez, il n'y a plus que vous qui réfléchissez, et il n'y a plus que vous qui vous lâchez. Et comme la notion de trésor et de chasse au trésor est extrêmement porteuse pour l'imaginaire, ceux qui ont une propension à voyager dans l'imaginaire vont se lâcher complètement. Le problème, il est là, il est chez les joueurs, il n'est pas ailleurs. C'est pour ça que je dis, il faut se recentrer sur une démarche beaucoup plus logique, simple, terre à terre finalement. Ah, oui, bah oui, je sais que c'est. Terre à terre, mais on a du céleste. Oui, mais je veux dire, c'est comme vous avez des gens qui pleurent abondamment à la fin d'un film, vous en avez qui lâchent une petite larme, vous en avez qui rigolent pour masquer leur émotion, puis vous en avez qui n'ont rien à foutre. Et ça, c'est le panel des chercheurs. Donc l'imaginaire va fonctionner exactement comme l'émotion. Ce sont des réactions qui sont totalement
spontanées qui sont liées je dirais, au mental de chaque individu, et par conséquent, il n'y a pas de méthode pour les canaliser tous ou certains. Chacun est autonome à ce niveau-là. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que quand vous sentez que ça part très loin, c'est que ça part trop loin. C'est fascinant quand on vous entend parler, on a l'impression que le soir, on va reprendre le bouquin et tout va se dérouler facilement, logiquement, de manière simple, posée. Mais en fait, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'à travers le propos que vous tenez à cette minute même, vous êtes en train de relativiser. Et ça, c'est mon objectif, c'est de vous aider à relativiser. À dire, bon, peut-être qu'effectivement, je vais trop loin. C'est ce que vous êtes en train de faire en disant ça. Et donc, c'est bien. Moi, ça fait longtemps que je le fais déjà, puisque la 470, comme je disais tout à l'heure, je suis bloqué dessus depuis des années. Justement, pour éviter d'aller trop loin dans le délire, je cherche une solution simple et efficace qui me convienne, quoi. Ouais. Après, pour moi, mon rôle est compliqué. Hein. Vous comprenez bien que je m'adresse à des gens que je connais pas, à beaucoup de gens qui parlent pas, qui veulent pas échanger, donc qui sont juste en écoute. Je le sais très bien, et par conséquent, mes propos ont une portée que je ne maîtrise absolument pas, sont destinés à des gens que je ne connais pas, et j'essaye d'aider un petit peu tout le monde, mais je peux pas en faire davantage, quoi. C'est impossible. Ah, mais vous en avez déjà fait beaucoup, là. Hein. Là, c'est vrai je pense. C'est fabuleux comme aide. On comprend ce que vous voulez dire, Michel, du coup. C'est-à-dire, il y a des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h dans les énigmes. Mais le problème pour nous, en tant que chercheurs, c'est quand est-ce qu'on doit chercher le midi à 14h et quand est-ce qu'il faut prendre les choses, à dire simplement. C'est ça le problème qui se pose. Parce que je pense qu'il y a des moments il y a quand même des moments de la chasse où il faut utiliser un peu de la technique, on va dire des astuces. Et le problème, c'est que... C'est certain, oui. Ouais. Non, de l'astuce, il en faut, mais plus on avance dans le jeu et plus il faut de l'astuce. Je pense que le cheminement initial, il est relativement accessible. Après, c'est vrai que plus on va avancer, plus il faut... mais il faut de l'astuce. L'astuce et l'imagination, c'est deux choses différentes. L'intelligence... Ouais, mais l'intelligence et la créativité... c'est deux choses différentes. Il faut doser tout ça. Il faut pas s'emballer... comme une fusée supersonique et décoller dans des théories à niveau multiple, etc., quoi. Et par rapport aux astuces, Michel, par rapport aux astuces, j'aurais une question. Le vocal, il va peser lourd. Asfo, il y a encore de la mémoire sur l'ordi, là? On n'est pas encore arrivé aux 5 heures. On verra après, c'est pas le problème. Bon, allez, oui, j'écoute la question. Ouais, rapidement, en fait, je crois que vous avez à peu près confirmé le fait qu'en 25 ans de chasse, à peu près toutes les solutions avaient à un moment donné été soupçonnées. Donc sur des pages, on pouvait croiser ces solutions. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, des solutions ou des bons éléments de solution, en tout cas, oui. Des choses qui permettent en tout cas d'accéder aux vraies solutions des énigmes. Oui. Je le comprends comme ça. Donc vous je pense aussi. Je pensais que c'est le cas. Et donc toutes les astuces, on va dire les astuces aussi ont été abordées, quoi. Il n'y a pas de piège, de blocage où il manquerait une petite astuce quelque part qui ferait en quelque sorte qui débloquerait tout. Ce qui est rigolo dans ce que vous me dites, non, il n'y a pas de blocage précis. Alors je lis sur d'autres forums que je suis tout à fait naïf et que je peux pas comprendre parce que j'ai pas fait le parcours des chercheurs, donc je peux pas me rendre compte où sont les blocages. Mais j'aime bien qu'on me prenne pour un imbécile, ça me donne un avantage finalement. Mais cela étant dit, il n'y a pas de blocage précis. Il y a le fait que depuis de nombreuses années, des théories se sont établies. Ouais, des dogmes. Et on fait florès. Et depuis, ce qui n'était pas le cas au début de la chasse. Faut jamais l'oublier, ça. C'était pas le cas au début de la chasse. Mais ensuite, on a eu Internet. Au début, c'était pas grand-chose. Et maintenant, on a les blogs et les réseaux sociaux. Et donc, les théories peuvent se publier
se plaider, se partager, et on a les fameux likes qui viennent dire moi je suis d'accord avec toi, moi je suis d'accord avec toi. Donc à chaque fois on étaye une théorie, et il n'y en a pas une de juste. Il n'y en a pas une de juste de A à Z. Sinon, la chouette aurait été trouvée. Ouais, quand vous parlez de théorie, c'est des énigmes, vraiment un enchaînement entre les énigmes. C'est ça une théorie. Oui. Puis plus les gens sont péremptoires et plus ils sont sur d'eux, et je peux vous dire que plus ils se plantent, quoi. C'est impressionnant à voir, c'est impressionnant. Alors ils ont des morceaux, il y a des bons morceaux, il y a des mauvais morceaux, il y a des théories complètement fumeuses, il y a des interprétations complètement hallucinatoires, et puis voilà, et ça part, et il n'y en a pas un qui a tout mis ensemble, sauf que ces théories sont, comment je veux dire ça, c'est le problème du Wikipédia. Vous savez, le Wikipédia, c'est un outil à double tranchant. Si vous regardez le Wikipédia de la Chouette d'Or, Michel Becker n'existe pas dessus. Parce que les rares fois où quelqu'un a essayé de placer Michel Becker, quelqu'un d'autre est arrivé dans la minute suivante pour l'enlever. Donc, le Wikipédia, la Chouette d'Or, c'est Max Valentin, point. Donc, ça veut dire que les informations qu'on trouve sur Internet sont toutes partiales. Filtrées, en quelque sorte. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours un peu les mêmes personnes. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, et tous ces éléments-là, j'ai parlé de Wikipédia, je ne l'ai pas fait innocemment, parce que Wikipédia fait un peu référence, mais les théories dont je parle, pour une fois, je ne vais citer personne, je me suis déjà fait suffisamment d'ennemis, mais les théories dont je parle, qui sont bien visibles sur Internet, sont consultées par tout le monde et influencent tout le monde. Ouais, c'est ça qui est bizarre dans le système aujourd'hui. C'est ça qui est bizarre. Ces personnes, en génial, c'est que quand ça va être trouvé, la chouette, il y en a, ils vont se prendre des claques. Ah, mais ils vont tomber sur le cul, mais depuis une haute altitude, ils vont se faire de sacrés pains aux fesses, hein, je vous le dis. Hein. Ah oui, c'est sûr qu'ils vont tomber de haut, là. Hein. Et si on écoute ce que vous dites, c'est-à-dire que finalement, les sentinelles n'ont pas un rôle si important que ça, et on peut avoir trouvé les sentinelles en ayant faux à d'autres trucs avant. Vous allez vous faire radier du Discord. Ah bon? Faut pas dire des choses comme ça. C'est des conclusions complètement hâtives. J'ai jamais dit ça. Je ne dis absolument pas ça. Je dis pas que c'est simple, que les sentinelles ceci ou les sentinelles cela. Je dis rien de tout ça. Je dis juste, il y a des théories établies qui faussent le raisonnement des joueurs. Voilà. Je me mets à la place de quelqu'un qui démarre le jeu aujourd'hui ou qui l'a démarré il y a 2-3 mois. Je me dis, mais c'est quand même la merde, quoi. Comment se faire une idée logique, réelle, objective du jeu? C'est, à la limite, ça n'est même pas possible. Il y a tellement de plaideurs. Voilà. Le problème du jeu, c'est les plaideurs. C'est les gens qui plaident leur théorie, qui défendent leur théorie bec et ongle, et qui les publient a fortiori, bon, pour ce que j'ai évoqué avant, donc qui en font quelque part un point de passage obligé. Tout le monde est obligé d'en bouffer à un moment donné ou à un autre de ces théories-là. Et c'est ça qui... Mais oui. Au nouveau, je leur dis surtout ne regardez pas les pistes des autres, c'est le meilleur moyen pour perdre sa vision propre du jeu et d'être perdu après, tout de suite. Ah ben moi de ce que j'ai pu, alors c'est vrai que je peux pas l'apprécier parce que d'une part je suis pas un forcené des chasses au trésor, j'ai pas forcément la passion de décrypter des énigmes, mais et en plus j'ai les solutions et je les ai eues avant de m'intéresser davantage aux énigmes, mais néanmoins de la compréhension que j'en ai, pour quelqu'un qui veut vraiment se mettre la tête sur les énigmes aujourd'hui, qui démarre à zéro aujourd'hui, s'il est capable seul d'aller sur les 2-3 premières énigmes, il peut aller beaucoup plus loin et je pense qu'il est pratiquement avantagé par rapport à des gens qui sont non pas les anciens, parce que les anciens ils sont pénalisés à vie, mais les intermédiaires qui sont un petit peu influencés mais pas trop, auront plus de difficultés qu'un nouveau qui va effectivement se tenir à l'écart de tout ça. À la limite de mater un peu ce qui se fait sur Internet, ce qui s'est dit sur les décryptages des textes eux-mêmes, bon, pourquoi pas. Mais après, sur la manière de naviguer à l'intérieur des énigmes et les déductions qui sont faites, là, il faut être
Très, 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 très vigilant et pas trop se laisser influencer. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. De toute façon, c'est la pierre de Rosette. Hein. Ça va se passer comme ça pour la chouette. Hein. Il y en a un qui un jour ou une qui un jour va dire bah moi je pense comme ça, qui va aller au bout du truc et qui va dire bah voilà j'y suis. Et je suis sûr que c'est passé sous le nez de plein de personnes qui n'ont pas vu ou pas voulu voir, parce qu'il y en a qui ne veulent pas voir. Il n'est pas de pire aveugle d'ailleurs que ceux qui ne veulent pas voir. Et ça, c'est tout à fait possible que la personne qui va trouver la solution soit quelqu'un de novice sur le jeu. C'est tout à fait possible. Et l'idée qui consiste à dire, comme je le vois sur d'autres forums, encore une fois, ouais, ça fait, ils cherchent depuis 6 mois, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent nous expliquer les choses? Eh ben, moi je rigole. Moi je rigole. C'est vrai aussi, d'ailleurs, ce que vous dites, c'est vrai pour une bonne solution, mais c'est aussi pour les fausses pistes. À savoir que sur les forums, sur tout le monde de la chouette, il y a des choses qui sont admises comme étant des fausses pistes. Et donc il ne fait pas bon parler, poser des questions sur ces sujets-là, sans passer pour quelqu'un qui ne comprend rien du tout. Alors que c'est pas toujours. Mais bien sûr que c'est pas toujours le cas. Il y a des choses qui sont communément admises et qui sont fausses, et il y a des choses prétendument fausses qui sont pas forcément fausses. Et tout ça, c'est cette espèce de rituel, je sais pas comment appeler ça, de rituel qui s'est créé, et puis il faut en passer par là, quoi. Pour la durée du coup, de toute façon. Il y a un autre truc aussi que je trouve vraiment trompeur, sont les synthèses de Madi. Les Madi peuvent tromper, mais alors les synthèses de Madi, même si il y en a des très bonnes, et c'est un gros travail. Je prends par exemple celle de Zarco, qui a fourni un gros boulot quand même. Ça passe par une phase d'interprétation personnelle, donc c'est ça le problème, c'est que c'est-à-dire que moi, elles sont mortelles sur certains points du jeu. C'est ça. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous entendu une fois dans votre vie que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Vous connaissez tout ça. Mais vous avez sûrement entendu aussi, c'est l'intention qui compte. Eh bien, ça résume exactement les Madis, ça. Ça résume les Madis. D'un côté, c'est négatif, et d'un autre côté, c'est positif. Et avec ça, eh ben, bon courage. La vérité, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que les Madis, pour moi, c'est un produit, c'est comme le bon vin. Faut pas faire boire ça à des gamins. Faut faire boire ça à des gens qui ont déjà une certaine maturité, une connaissance du sujet. Les Madis, on les déguste bien quand on est déjà soi-même, quand on a fait soi-même son propre parcours. Là, on peut déguster les Madis. Mais si on doit s'en servir comme d'une boussole ça y est, il a dit boussole, comme d'une boussole pour naviguer à l'intérieur des énigmes, alors là, on est foutu d'avance. Moi, c'est ce que je pense. Il ne faut pas s'en servir comme une potentielle aide à trouver la solution, mais plutôt comme une confirmation une fois qu'on a trouvé la solution. Voilà, confirmation, voire parfois infirmation, plus rarement, mais oui. C'est absolument ça qu'il faut voir. D'ailleurs, si vous considérez que les premiers joueurs, faut se remettre aussi dans l'histoire, les premiers joueurs, ils ont démarré, il n'y avait pas encore de Madi puisque ça débutait. Donc, ils ont avancé dans la chasse en même temps qu'ils ont posé des questions. Les Madis sont arrivés au fur et à mesure que chacun avançait dans la recherche des solutions. Pour ces gens-là, les Madis se sont placés au bon moment, au bon endroit. Et pour ceux qui arrivent aujourd'hui, qui voudraient bouffer du Madi en quantité avant d'avoir démarré la chasse, ou en pensant démarrer la chasse avec ça, à mon avis, c'est plus pénalisant qu'autre chose.
Ouais, parce qu'on est bloqué sur des certitudes et pas avoir la possibilité de fouiller une piste parce qu'on la considère déjà morte d'avance, alors que c'est pas forcément le cas. Ouais. Ouais, les MADI, c'est à placer au même niveau qu'un cours de perfectionnement en langue, quoi. Quand on maîtrise un petit peu les bases d'une langue, on prend des cours de perfectionnement. On va un peu plus loin, voilà. Ben, les MADI, c'est un peu ça. Quand on a soi-même s'est fait son idée de la chasse, on a soi-même commencé à naviguer dans les énigmes, on peut, à ce moment-là, on peut bouffer du MADI, on peut attaquer le MADI. Parce qu'on a une distance, on a ses propres convictions, alors que sinon, si on arrive, qu'on est complètement vierge, on tombe sur les MADI, et ben on est complètement influencé, et on comprend pas tout, on part, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça me semble un excellent conseil. Ouais, bon, tant mieux. Est-ce qu'on pourrait pas associer sur des ça bases, avec l'élégance des énigmes, des textes et puis des visuels? Bon, alors les visuels, vous dites qu'il y a quasiment que ce qu'il y a dans le cahier des charges. Donc, non et non. Quasiment. Non, vous ne dites pas quasiment, vous le dites. Non, je ne dis pas il y a que quasiment. Je dis il n'y a que. Oui, ok. Alors, quand il y a que ce qu'il y a dans les visuels et que ce qu'il y a dans les textes et les titres, c'est quand même difficile de concevoir qu'on arrive à fonder une chasse et trouver des éléments que demande de trouver la chasse qui soient complètement éloignés des solutions. Et c'est impensable qu'on en trouve un. Je veux bien, mais qu'on trouve une logique sur toutes les énigmes, ça paraît inconcevable. Et ça ne l'est pas. C'est absolument... Alors là, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais ça donne réellement, je sais très bien ce que vous évoquez, ça donne réellement la dimension, la capacité du cerveau humain. Et c'est pour moi, ce dont nous parlons, c'est quelque chose, je l'ai écrit, je le maintiens, c'est tout à fait impressionnant, remarquable. Et c'est possible. Ce sont des coïncidences possibles. Et quand je parle, alors ça c'est pareil, on peut revenir sur, puisque là en fait on parle des visuels. Bon, ceux qui écoutent ne le savent peut-être pas, mais on parle beaucoup des visuels là dans notre échange. Concernant les visuels, moi je suis quelqu'un je pense que dans le travail que je produis, il y a une composante technique très importante. Ça joue au niveau de la technique picturale elle-même, l'utilisation des pigments, la manière de les utiliser, etc. Et au niveau de la composition. Parce que je me suis beaucoup intéressé à la composition d'une œuvre, j'ai une grande sensibilité à la composition d'un tableau, je perçois beaucoup de choses dans la composition d'un tableau, qui peuvent être des tracés directeurs, qui peuvent être beaucoup de choses, et qui font qu'un tableau est équilibré ou pas d'ailleurs. Et quand je crée un tableau, il y a cette connaissance que j'ai du sujet, forcément, intervient. Donc les éléments que je pose sur mon tableau, je les pose jamais au hasard. Jamais. En aucun cas, je ne pose des choses au hasard. Il y a des phases de mon travail qui sont totalement au hasard, qui sont totalement gestuelles ou spontanées. Puis derrière, il y a un travail de technique, il y a un travail d'affinage en quelque sorte, où la technique, plus ou moins consciemment d'ailleurs, parce que quand on maîtrise une technique, ça se fait inconsciemment, comme le style en écriture, comme la manière même d'écrire d'ailleurs, la façon dont on forme les lettres, c'est totalement inconscient. Une fois qu'on maîtrise l'écriture, on a sa propre écriture, elle est plus ou moins belle. En peinture, c'est pareil. Et donc, il y a forcément dans ma manière de concevoir une œuvre des choses qui sont, entre guillemets, classiques. Donc on peut retrouver dans d'autres œuvres. Après, l'histoire des coïncidences... Moi, je maintiens. Alors, je ne suis pas du tout, contrairement à ce que certains peuvent imaginer dans le trip, je suis médium, machin, j'ai peint. Voilà, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Mais je dois reconnaître qu'entre disons que dans les tableaux que j'ai produits pour la chouette, il y a des éléments qui sont en concordance avec les énigmes d'une manière absolument incroyable.
ce qui a forcément à un moment donné influencé Max, que je parlais de ses réactions par rapport à mes visuels. Il y a des choses qui ont, dans ses madis, il y a des réactions, des manières de dire les choses dans ses madis qui traduisent son agacement ou son dépit de voir que les tableaux prenaient le pas sur les énigmes à certains moments. Je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est vrai qu'il y a des coïncidences extraordinaires. Et donc, pour terminer, les coïncidences que vous évoquez sont tout à fait possibles. Et d'ailleurs, ce sont des coïncidences. Comme elles n'apparaissent pas dans le cahier des charges, ces coïncidences, et qu'on ne les connaît pas, on a tout intérêt à ne pas les prendre en compte et à ne pas chercher d'éventuelles coïncidences dans les détails des visuels, mais plutôt se baser uniquement sur le cahier des charges et potentiellement après voir que quelque chose colle et qui pourrait justement être ces fameuses coïncidences. Alors, si on en reste au célèbre désormais tout est dans le livre, vous avez entièrement raison. Après, le fait que Max ait utilisé mes visuels dans ses réponses et qu'il ait donc, entre guillemets, validé les coïncidences auxquelles je fais allusion, pas toutes d'ailleurs, parce qu'il y en a certaines, il n'a pas pu les valider, parce que quelque part, s'il les avait validées, ça aurait été donné des éléments de solution. Ça va jusque-là, je peux vous dire. Ça aurait été vraiment confondant, et ça a dû l'être pour lui. Mais la manière dont il a utilisé un certain nombre des coïncidences qu'il y a dans mes tableaux fait qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà cheminé à l'intérieur des énigmes, qui ont leur propre approche, ils peuvent éventuellement s'en servir, ils peuvent éventuellement y trouver quelque chose. Mais pour des gens qui démarrent ou pour des gens qui veulent reprendre à zéro et se mettre dans un climat de totale objectivité, tout est dans le livre. Et dans le cahier des charges. Oui, bien sûr. Voilà. Comment? Il faut que je ferme mon micro? Non, c'est Amnity, je crois, non? Qui fait du bruit. Il n'a pas son détecteur de bruit. Amnity, tu fais du bordel là. Il est aux toilettes. Amnity. Désolé. Bon, c'est bien, on s'est tout dit alors. Une petite question. Pourquoi avoir choisi une contrebasse plutôt qu'un violon dans le tableau de l'Assassin 80? C'est la féminité des formes qui m'intéresse. Les Américains, quand j'ai séjourné aux États-Unis, les Américains m'ont dit « tu es un bottom man ». Et chez eux, il y a deux catégories de mecs. Il y a les breast men et les bottom men. Et moi, je suis un bottom man et je m'intéresse aux rondeurs, aux fessiers, et la contrebasse a des courbes absolument phénoménales. Le violon, ça fait un peu mannequin éthique. La contrebasse, c'est beaucoup plus plantureux. Merci pour la précision. Mais c'est vrai, quand j'ai peint, je vous jure que c'est vrai. C'est le geste de dessiner, de peindre la contrebasse, c'est jouissif. Je l'entends sonner quand je la peins. Mais c'est vrai, je vous raconte pas de conneries. Bonjour Michel, c'est Steph. Bonjour. Salut Steph. Je suis contrebassiste. Pardon? Je dis ça va mieux? Bah oui, ça a toujours été en fait. C'est bien. Non, mais c'était une question volontairement déconcertante. Ah d'accord. On me l'a fait déjà. Oui. Je vous écoute. Non, mais c'est parce que vous parliez de contrebasse, donc moi ça me titille un peu, je suis contrebassiste aussi. C'est complètement sensuel. Oui, en fait, plus ou moins, parce que dans le milieu on appelle ça une grand-mère, donc je sais pas si c'est vraiment sensuel. Moi, à une époque où je faisais de la guitare, j'ai joué avec des petits groupes de jazz et tout. Les mecs, ils manipulaient leur contrebasse pas du tout comme une grand-mère. Ah non, pas du tout. Mais c'est lié à un conte musical où ils personnifiaient. Oui, d'accord. Les instruments, en fait, la contrebasse, c'était la grand-mère. Oui, non, je comprends du fait de la gravité de son ton. Mais cela dit, c'est un instrument extrêmement jouissif à manipuler. J'ai jamais joué de contrebasse, sauf une fois où on m'en a collé une dans les mains et où il a fallu que je fasse semblant de jouer pendant un morceau de jazz. J'étais tout à fait nul, mais bon, ils n'avaient pas de contrebassiste, ils ont cru que je pourrais le faire. Mais le fait de tenir la contrebasse, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. Je le confirme. Ouais, non, mais c'est vrai.
On la tient d'ailleurs un peu comme on tiendrait une femme. Hein. En fait, on est étroitement liés quand on joue. Ah oui, on caresse les cordes, on fait sonner tout. Ouais. Non, mais c'est vrai, on l'a fait valser aussi, on peut la détacher de soi, c'est un peu comme quand on danse le tango, ou je sais pas, il y a une gestuelle en même temps qui va avec l'instrument selon ce qu'on joue, qui est tout à fait intéressante, je trouve. Je confirme. Ah bah c'est bien. Moi j'exprime. Les notes de musique, pour les musiciens, vous, la peinture, entre eux. Beaucoup. Michel, vous avez dit une fois, au lieu de dire que Neptune nous aidait, vous avez dit qu'il fallait penser à Neptune. C'est pas tout à fait la même chose. C'était volontaire de votre part ou pas? Oh, si, dans ma bouche, ça veut dire la même chose. Ouais, c'est ça veut dire la même chose. Pensez-y, il est là pour vous aider. Voilà. Ouais, si, c'est complètement lié, c'est totalement lié. Et si vous aviez dû un jour être vraiment devant les énigmes en tant que chercheur, maintenant que vous connaissez les solutions, est-ce qu'il y a certaines énigmes que vous auriez pu trouver ou vous pensez vraiment que vous n'auriez jamais rien trouvé? Oh, si, je ne suis pas sûr que je serais allé au bout, mais je suis sûr que j'en aurais trouvé quelques-unes quand même, oui. Oui, quand même. D'accord. Quand même. Au moins celles qui ont le niveau 1. Ah, vous auriez vu la lumière alors, contrairement à moi. Bravo. En fait, j'en sais rien. Si moi je devais les noter par rapport à ce que vous me dites, je mettrais sûrement pas la même notation que Max, parce qu'apparemment, elle pose pas toutes n'oppose pas toutes la même difficulté aux joueurs. Donc, il n'est pas sûr que lui il l'ait vu avec justesse. Hein, d'ailleurs, c'était son opinion, mais il n'était pas forcément le mieux placé. Il était un peu juge et parti là pour le coup. Oui, bonjour. Est-ce qu'on pourrait parler d'élégance? Parce que Max a insisté assez bien sur l'élégance de ces... Oui, c'était un de ses grands soucis, ouais. Oui, il le mentionne dans les solutions, d'ailleurs. À un moment, il mentionne le terme d'élégance. Je parle d'élégance parce qu'à mon avis, ça peut être un critère de sélection des solutions. C'est-à-dire qu'on a plusieurs solutions à sa disposition et finalement... le choix est pas très difficile si on amène ce critère d'élégance. Alors là, je peux pas me prononcer sur la difficulté du choix, mais la notion d'élégance, elle n'intervient pas à tous les virages, hein, quand même. Hein. Ah, il a dit virage. Non, j'ai rien dit du tout. Elle n'intervient pas à tout moment, non. L'élégance, elle intervient, oui. C'est un terme qu'il emploie dans le libellé des solutions à un moment donné. Donc ça intervient, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit un critère dominant. D'accord. Mais au-delà de l'élégance, il y a autre chose qu'on peut dire de lui. C'est que il a aussi été extrêmement précis. Donc, il peut arriver à un moment donné que la précision soit moindre, c'est par élégance. Mais d'une manière générale, il est précis et l'élégance n'intervient pas très fréquemment dans le débat, dans la résolution des solutions, des énigmes. Pardon. Oui, ok, merci. Ça répond à ma question. Très bien. C'est pas toujours que je réponds, mais là, oui. Oui, ça peut arriver. Surtout dans un salon qui s'intitule Camaraderie. Hein. J'arrive décontracté. C'est bien, ça. J'ai combien de temps pour répondre? Bon, si je vous laissais discuter un peu entre vous, vous croyez pas que j'en ai assez dit pour aujourd'hui? Puis le vocal va être débordant, ça va être encore trop long tout ça. Michel, j'aurais une dernière question, s'il vous plaît. Ça marche à tous les coups, la dernière question. Allez, on y va. Merci. Est-ce que parmi la multitude de réflexions là, durant le jeu là, jusqu'à l'étape finale, est-ce qu'un chercheur pourrait se mélanger les pinceaux et confondre entre guillemets les reliquats avec des éléments de solution qu'il aurait
qu'il aurait utilisé pendant son parcours. C'est impossible de se mélanger la pinceau. C'est impossible. Il n'y a aucun mélange à redouter à ce niveau-là. Je vous dis, les reliquats, vous les comprendrez quand vous serez au bout du parcours. Avant, il n'y a pas de notion de reliquat. Pour moi, la notion de reliquat n'intervient pas tant qu'on n'est pas allé sur la zone. Oui, mais on parle de reste. C'est toujours le terme employé, de reste de vos décryptages. C'est bien ça, si on a bien compris le résumé que faisait Max. Ouais, il parlait de reste de décryptage qui n'était pas forcément utile dans la résolution des énigmes. Mais admettons que on ne sache pas. Ça a coupé. Moyen de s'embrouiller, de les utiliser quand même. Ça a coupé quand vous avez dit, admettons qu'on ne sache pas quoi. Oui, pardon. Je ne sais plus. À quel moment ça a coupé? Quand vous avez dit les reliquats, à moins qu'on ne sache pas. Ouais, étant donné que ce sont des restes, des restes de solutions, est-ce qu'un chercheur pourrait se méprendre et se dire en pensant qu'il les a déjà utilisés, alors finalement ça serait des restes utiles à la fin? Non, les reliquats, vous ne pouvez les percevoir que quand vous serez pratiquement au bout du parcours. Et à ce moment-là, vous vous direz, ah bah oui, si je cherchais encore un synonyme à reliquat, je pourrais évoquer, je sens que les oreilles sont tendues là, je sens un silence religieux. J'évoquerai le terme de recoupement. Oui, une sorte de synthèse. Recoupement, pas synthèse, recoupement. Quand on fait une enquête, des choses qui restent de notre parcours, c'est ce que j'essaie un peu d'expliquer, c'est ça. Voilà, la synthèse, c'est ce qui permet de dire le mec est coupable. Mais le recoupement, c'est ce qui permet de dire que cet indice-là tient la route ou pas. On fait un recoupement, on dit ah ouais, ok, d'accord. Donc effectivement, dans cette énigme-là, il y a ça aussi, effectivement. Je l'ai vu passer, je m'en suis pas servi sur le coup, mais là, ça prend tout son sens. Il y a cette notion un peu de recoupement, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Voilà. Bah, merci c'est pour ça que je vous dis, il faut pas s'obséder en cours de route, il faut attendre le bon moment. C'est ce que disait Max Valentin. Est-ce que, pardon? C'est ce que disait Max. J'ai eu l'occasion de lire quelques madis où il parle de ça et ce qu'il en dit est très juste. C'est tout à fait dans la même tonalité. Quand il parle des reliquats, il dit, il le dit pas tout à fait comme moi, mais il dit, ça résulte de vos solutions. Vous le verrez le moment venu, ça vous sera utile le moment venu. C'est pas la peine faut pas faire de fixette quoi sur les reliquats. Ça sert absolument à rien au niveau de la résolution des énigmes et du parcours qui est à faire. Oui, il a dit ils s'imposeront à vous naturellement. Donc, ça, tout à fait. Et il conseille de ne pas s'en préoccuper. Oui, mais je suis complètement d'accord là-dessus. Parce qu'en fait, c'est pas avec la zone, en fait. C'est un peu pour ça que vous parlez de recoupement, parce que j'ai l'impression que vous nous dites quand on arrive à la zone, là, on pourra les comprendre. Donc, en fait, c'est la zone qui permet non seulement vous allez les comprendre, mais vous allez les chercher à ce moment-là, parce que vous allez vous dire oui, ma zone c'est bien ça, donc ce dont j'ai besoin, et là tout va vous revenir à l'esprit et vous allez tout retrouver là, bien sûr. C'est là où les éléments se font jour. Si on vit jusque là. Si je vis jusque là, je suis le plus vieux là. Quel âge vous avez, Asfo? Bon Dieu, vous les faites pas, hein? Alors. Bon, on verra peut-être pas la fin, vous et moi, mais d'autres la verront. Il a dit la verront, vous l'avez retenu, ça. Il vient de dire la verront. D'autres la verront, c'est un indice. Mais non, mais c'est con, arrêtez. Bon. Donc ce n'est pas dans l'Aveyron. Non. Hop, ça fait un département de moins. J'ai pas dit ça non plus. C'est trop drôle. C'est vrai que la langue française, c'est étonnant. Des fois, les mots nous trahissent. Il a dit trahir. Bon,
Allez, on arrête le jeu parce que je vais finir par troubler certains esprits. C'est sûr, noté et enregistré. Oui, la zone, elle est à côté des sentinelles ou pas alors? Ah, ça c'est une bonne question. En tout cas, elle est en corrélation avec les sentinelles, forcément. Tac. Toutes les énigmes sont en corrélation avec la zone, puisque toutes les énigmes servent à la construire, à un moment donné. Ah oui. Mais on voit pas comment. C'est plus fort que vous, hein. Il y en a qui aimeraient bien me piéger quand même un petit peu. Hein. C'est fait gentiment. Hein. Il n'y a pas de mauvaise intention, mais quand même. Si des fois, hein, on ne sait jamais. Non, parce que Max a dit, là, il nous a embrouillé avec son histoire. Ouais, les sentinelles, elles sont sur une carte, une des deux cartes. Ça, c'est de l'embrouille, quand même. Je ne sais pas si c'est de l'embrouille. Dans son esprit, alors tiens, c'est bien que vous parliez de ça parce que c'est aussi un des paramètres sur lesquels je planche un peu en parlant et en écrivant sur Max. C'est qu'il avait quand même, et ça c'est vraiment validé par sa famille, il avait un côté très rigoureux. Je m'empresse de vous dire, ça dépend pourquoi. Mais en tout cas, dans son comportement normal, on va dire, c'était quelqu'un de rigoureux. Et par conséquent, dans les réponses qu'il a pu faire sur les cartes, j'imagine qu'il a voulu être rigoureux. Il a voulu dire la vérité, et quand il a dit que certaines choses se voyaient sur une carte et pas sur l'autre, etc., je pense que tout ce qu'il en a dit était vrai, et reste vrai d'ailleurs. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce qui est à trouver soit introuvable si on n'a pas telle ou telle carte. À ce niveau-là, je le maîtrise pas vraiment, mais je suis pas absolument formel sur le fait de dire que si on n'a pas telle ou telle carte, on est dans l'incapacité totale de trouver la solution. D'ailleurs, Max... il a dû vouloir considérer que certaines cartes permettaient éventuellement de valider certains éléments, mais certainement pas d'y trouver des éléments de solution. Et ça, j'en suis sûr. Il a surtout dit qu'il fallait pas s'user les yeux sur une carte pour trouver les sentinelles. C'était souvent une de ces d'ailleurs. Non, c'est pas comme ça qu'on peut les trouver. Non. Voilà, donc il y avait bien une autre manière plus astucieuse que de les voir sur une carte. En tout cas, il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence cartographique des sentinelles. Ok. Donc, il faut bien réfléchir à ce que j'ai dit. Hein. J'ai choisi mes mots. Je dis il n'y a pas d'évidence cartographique des sentinelles. Oui, mais Michel, Max, il a dit qu'elles sont représentées par un symbole sur l'une des deux cartes. Oui, tout ce qui existe comme élément intangible dans notre pays figure d'une manière ou d'une autre sur des cartes. Pas toutes, ça dépend de l'échelle. Individuellement, il a dit. À un moment donné, quand même. Non, il n'a pas dit individuellement. Non. Il a dit toutes, ouais. Il a dit les sentinelles sont représentées par un seul et même symbole, mais on ne sait pas si c'est un symbole pour chaque ou un symbole global pour les trois. Ça n'a jamais été clair. Il y a 99 symboles, il y a un Madi où il dit ça, je ne sais pas s'il est bon, mais il y a 99 symboles égale 99 voilà, entités. Exactement. Mais par contre, il n'a jamais dit qu'il fallait les trouver avec la carte. Encore une fois, il répond à la question d'un chasseur. Mais il répond juste au premier degré, effectivement, c'est sur la carte. Mais il n'a jamais dit que l'énigme nous la faisait trouver grâce à une carte. La carte n'est d'aucune utilité pour trouver. Elle est utile, encore une fois, elle est utile pour reporter vos trouvailles, vos déductions, vos solutions. Vous les transposez sur une carte à un moment donné. Bon, très bien, il y a des éléments évidemment où la carte est utile, mais c'est pas la carte qui vous donnera la solution, non. C'est ce que certains d'entre nous ont bien compris depuis longtemps, mais d'autres n'arrivent pas à le comprendre et continuent à faire des tracés pour chercher les lieux de solution des énigmes. Mais il y en a qui cherchent la souhaite numéro 1, mon cher. Ah, ça doit être pour ça, alors. Il y a de tout chez les chercheurs. Moi, au-delà de ça, alors ça, c'est pareil, c'était un de mes souhaits. Je suis assez idéaliste. Hein, un de mes souhaits, c'était de convaincre, de circonvenir tout le monde et de dire écoutez-moi, je vous dis la vérité.
Et aujourd'hui, j'ai compris que de toute façon, il y avait des chapelles. Il a dit chapelle. Il y avait des clans. J'ose plus dire des sectes. Mais bon, il y a comme ça des groupes constitués qui, de toute façon, ne se rallieront jamais à ce que je peux dire. Comme il y a des chercheurs qui chercheront toujours ailleurs que là où j'essaye de les faire aller. Hein. Ça, on peut pas l'empêcher. Oh putain! Oh là là, m'en parle pas. Moi, j'ai pas entendu mais je trouve pas la carte. La carte sert à reporter les trouvailles et les solutions, et éventuellement les confirmer, mais bah voilà. Les solutions ne se trouvent pas sur la carte. Voilà. Et du coup, pour le là, quand même, pour les aides de Neptune. On en revient au littéraire, au max littéraire. Tout est dans le livre. Le problème, c'est qu'avec tout ce que vous dites, j'ai quand même l'impression que ça débloque strictement personne. Alors, vous allez peut-être nous reprocher de ne pas remettre nos pistes en question, mais il y a énormément de pistes qui ont été explorées, il n'y a rien qui va au bout. Et avec vos explications successives, j'ai l'impression qu'on ne voit pas mieux qu'avant, quoi. Moi, c'est mon cas, hein, franchement. Je sais que c'est votre cas. Je le sais pertinemment. Oui, mais bon. Vous êtes un cas qui à la limite, qui me pose problème parce que vous faites partie des joueurs vis-à-vis desquels je ne sais pas exactement quelle attitude je dois adopter. Pour moi, c'est extrêmement difficile parce que quand je reçois des messages privés, des gens qui me disent vous venez, je vais creuser tel jour, machin, etc. Dans la mesure où ils m'envoient leur solution, je vois instantanément si c'est la bonne ou pas la bonne, c'est évident. Mais je ne peux pas répondre. C'est impossible. Si je répondais à ces gens-là, non mais je parle pas de vous, je parle d'une manière générale. Si je répondais à des gens qui m'envoient ça, je trahirais les autres. Je n'ai pas le droit de faire ça. De la même manière, quand je vois des propositions qui me sont envoyées, des propositions de solutions que je trouve remarquables, mais qui ne sont pas bonnes, comment je peux faire? Comment je peux faire pour faire passer le message que le fait que ce soit remarquable demeure et que le fait que ce ne soit pas les bonnes solutions n'enlève rien au travail qui a été fait et ne justifie pas qu'on renonce à faire autre chose. C'est un message qui est très difficile à faire passer parce que on va me dire que pour moi c'est facile de dire ça, que moi machin, que je me rends pas compte, que je sais qu'il y a du travail derrière, je sais qu'il y a des milliers d'heures qui ont été consacrées à ça, je sais que c'est pas tombé tout seul, je sais qu'il y a un travail intellectuel important, il y a un travail de construction important qui a été fait, mais pour autant, comment puis-je réagir par rapport à ça? C'est un petit peu ce qui Pardon ? Vous ne pouvez pas parce que du coup vous retireriez une fausse piste même élégante à un joueur, donc c'est en quelque sorte aussi l'avantagé dans la mesure où du coup il va se débloquer et se dire ok, je mets ça à la poubelle, c'était super beau mais je le mets à la poubelle et je pars sur autre chose. Alors votre réponse est parfaitement exacte et si j'étais quelqu'un de totalement indifférent, je dirais mon gars tu te plantes. Mais d'une part je suis pas quelqu'un d'indifférent et d'autre part quand je considère qu'il y a un travail réellement remarquable qui a été fait, je n'ai aucune envie qu'il parte à la poubelle. Je me dis, ce serait du gâchis de jeter ça. C'est trop beau. En soi, c'est trop beau. Et donc, je maintiens que c'est un certain nombre de ces théories complètement extraordinaires qui ont été faites et qui ne sont pas forcément effectivement, qui ne conduisent pas forcément à la bonne cache, ne doivent pas être jetés à la poubelle, mais font au contraire partie aujourd'hui de l'histoire de la Chouette d'Or. C'est difficile à admettre. Tout comme pour moi, il m'est difficile d'admettre qu'aux yeux de certains, je suis entre guillemets, un vulgaire illustrateur, qu'on biffe mon nom du Wikipédia parce que de toute façon, je suis un empêcheur de tourner en rond, ce qui n'a rien à voir avec la réalité. De la même manière, jeter un travail intellectuel qui a été produit autour de cette chasse,
ce serait un non-sens dans la mesure où ce travail a une réelle valeur. Et moi, je considère que dans l'avenir, le jour où des gens écriront notre histoire, je dis notre histoire parce qu'un jour, on la racontera, elle sera trouvée, on la racontera encore. Elle restera, cette histoire de la Chouette d'Or. Il y aura un jour des films sur la Chouette d'Or, il y aura des romans sur la Chouette d'Or. Elle intervient déjà dans beaucoup d'articles, etc. Elle sert de référence à beaucoup de gens. C'est une histoire qui demeurera et le travail qui a été conçu par des joueurs autour de cette quête de la Chouette d'Or demeurera dans la mesure où on fait ce qu'il faut pour le pérenniser. Ce que je veux faire. Je vais d'ailleurs, puisqu'on en parle, je vais ouvrir dans un avenir très proche une page internet dédiée où les joueurs qui le souhaiteront pourront me charger leurs histoires, me charger des images, des PDF, de ce qu'ils voudront, des documents, où ils me raconteront leurs histoires, et les belles histoires seront publiées. Je compte en faire une publication l'année prochaine pour les 30 ans de la Chouette d'Or, parce que je pense que ces histoires sont aussi extraordinaires que la chasse elle-même. Donc là, je réponds d'une manière plus vaste, mais moi, je suis confronté à cette problématique. Vous voyez vos solutions, vous êtes dépité parce que vos solutions sont pas bonnes et parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, etc. Et moi, je suis émerveillé de voir ce que vous avez pu produire. C'est complètement, on a une vision complètement différente. Comment ? On ne le sait pas forcément que nos solutions sont fausses. Si justement on considère qu'elles sont élégantes en toute objectivité et que du coup on les considère justes, vous savez qu'elles sont fausses, mais vous n'allez pas le dire parce que ce serait... moi, je réponds de temps en temps. Je réponds de temps en temps sur des questions portant sur les visuels ou des choses comme ça. Je le fais d'une manière plus ou moins directe. Je ne donne jamais d'éléments de solution. Il arrive que j'évite à certaines personnes de faire des milliers de kilomètres et personne ne me le reprochera. C'est pas parce que c'est pas bon que je donne une indication pour autant. C'est tout. Mais au-delà de ça, parce que c'est assez peu fréquent, je donne vraiment, c'est infime. J'ai eu des messages où il y avait quand même un facteur un peu, comment je vais dire ça, un petit peu sérieux, où je me suis senti le devoir de faire comprendre que c'était peut-être pas utile de faire des milliers de kilomètres. Bon. Ça, c'est ma responsabilité, mais ça s'arrête là. Je ne communique aucun élément de solution. Quelque part, j'invalide éventuellement une théorie. Mais cela dit, dans les centaines de messages personnels que je reçois, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, voire passionnantes, et je trouve que tout ça ne doit pas être foutu en l'air. Je pense que ça a de la valeur, et je pense que ça contribue quelque part à étoffer cette histoire de la Chouette d'Or et à lui donner la dimension qui est la sienne. Et l'histoire qui se racontera un jour, c'est pas la mienne, c'est pas celle de Max Valentin, c'est la nôtre. C'est-à-dire que les joueurs, tous ces joueurs de la première heure dont on parle, parfois en les vilipendant quelque peu parce qu'ils sont un peu chiants avec leurs certitudes, mais tous ces personnages que vous êtes aujourd'hui continueront à figurer dans l'histoire pérenne de la Chouette d'Or. Les chercheurs sont un des éléments, font partie de l'histoire de la Chouette d'Or. Et c'est cette histoire c'est ce que je suis en train, moi, de réaliser à travers les échanges que nous avons, les échanges que j'ai avec des producteurs de cinéma, avec des éditeurs étrangers, avec des tas de gens qui s'intéressent à la Chouette d'Or. Et je vois bien que cette histoire est en train de prendre sa place dans l'imaginaire collectif, au-delà des frontières françaises, et que par conséquent, elle restera dans l'imaginaire collectif. Elle y restera au même titre que l'île au trésor de Stevenson, ou etc. Il y aura la Chouette d'Or. Et ça, on ne peut plus rien y faire. Elle est inscrite, ça y est. Son devenir est inscrit et ça va se passer comme ça. Donc tout ce qui se produit aujourd'hui du côté des chercheurs est super passionnant et il ne faut surtout pas le mettre à la poubelle, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que moi j'en pense. J'aimais mieux celui de la Jarretière, mais bon, chacun son truc, hein. J'ai l'impression que Max avait prévu ce phénomène. Non, pas du tout. Pas du tout, absolument pas. Max, il était... Alors ça, c'est bien d'évoquer ça.
Max, il l'a pas prévu, mais je pense qu'à un moment donné, il l'a compris. Sur le tard, pas très longtemps avant son décès d'ailleurs. Je pense qu'il a réalisé qu'il se passait quelque chose. Mais au début, pas du tout. Au début, c'était un bon coup c'était une publication, c'était un bon coup. Il était associé avec l'éditeur, donc il comptait faire un bon coup d'édition. Il y avait le Minitel, il y avait tout ça. Il avait bien monté son truc et il n'était pas du tout parti là-dessus. Et il l'a pas compris. S'il l'avait compris, on aurait fait ensemble. Et je pense que si on avait maintenu notre complicité, ça aurait été beaucoup plus sympa parce que moi, j'aurais répondu sur les peintures, on aurait fait un parcours relativement différent. Et le fait qu'il ait pris ses distances par rapport à moi, qu'il ait voulu, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est la vérité, tirer la couverture à lui, utiliser l'opération pour son business personnel, pour sa notoriété personnelle, le fait qu'il ait fait ça l'a complètement coupé de ce qu'était réellement la Chouette d'Or. Il n'a pas compris à quel point il aurait pu diffuser le livre, traduire le livre, faire plein de choses autour de ça. Il l'a pas du tout compris. En revanche, je pense que sur le tard, il s'est rendu compte que l'opération avait pris de l'ampleur, mais je suis pas certain qu'il ait eu la vision qu'on a nous aujourd'hui. On a quand même 12 ou presque 15 ans de plus que lui de vision des choses, et les choses ont beaucoup évolué en 15 ans. Mais quand même, de son vivant, il y a eu des articles en anglais, il y a eu des articles en allemand, il y en a eu dans pas mal de langues. Il commençait quand même à voir que l'histoire faisait son chemin, quoi, qu'elle se répandait et qu'elle commençait à devenir une référence. Je pense que ça, il avait commencé à le comprendre, ouais. Mais en tout cas, il l'a jamais exploité, il n'a jamais su rien en faire de ça. Il y a un sociologue qui était venu justement enquêter sur la Chouette d'Or, un certain dans l'histoire de la Chouette. Ça fait peut-être 10 ans, je ne sais plus. Oui, il y a eu un bouquin même qui est sorti. Je me souviens plus du nom, mais tu as raison. Ouais, effectivement, je me rappelle plus du pseudo. Ouais. Et oui. Ouais. Il était de Strasbourg, je crois, un truc comme ça. Il était de l'Est, il me semble. Il y a Patrick Schmoll qui a fait une étude. Ah bah c'est ça, voilà. Je crois que c'est lui. Ouais, intéressant. Mais c'est pareil, lui, à l'époque où il l'a faite, il n'avait pas du tout la notion de qui était vraiment le personnage, les personnages de Régis Sauzer et de Max Valentin, qui sont deux personnages très différents. Très différents. Et lui n'avait pas du tout perçu ce côté du personnage. Je le sais parce qu'on a discuté il n'y a pas longtemps tous les deux. Michel, il y a Onik qui te pose une question sur Micro 3. Je vais te la dire. Bonjour Michel, plus d'une personne possède-t-elle la zone? Voilà. C'est une question qui se pose. Et avez-vous un moyen de savoir combien de personnes la possèdent? Non. J'ai aucun moyen de le savoir. Je vois pas comment je pourrais d'ailleurs. C'est impossible d'avoir des moyens de le savoir. Intuitivement, oui, je pense qu'un certain nombre de personnes ont la zone. Je le pense. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais d'ailleurs, je me demande si vous allez me le dire parce que vous connaissez mieux les Maddy que moi, mais Max, il avait bien évoqué ça à une époque, non? Je pense pas. Sur quoi? Sur la question de la zone? Ouais. Quand vous dites intuitivement, ça veut dire que vous n'avez pas forcément vu une proposition de bonne zone finalement dans les différents échanges que vous auriez pu avoir avec des joueurs en privé. Si c'est intuitif, c'est que vous ne l'avez pas vu, vous le ressentez, mais vous ne l'avez pas vu de vos yeux, du coup. Je ne l'ai pas vu d'une manière formelle. C'est un peu comme la première fois que je suis allé aux États-Unis en avion, quand j'ai entendu
le pilote qui disait en ce moment nous survolons le Groenland. J'ai regardé par le hublot, j'ai vu le Groenland. Je ne m'attendais pas du tout à survoler le Groenland. Moi, j'allais aux États-Unis. C'est un peu ça l'histoire de la zone. Il y en a qui sont à la verticale, ils vont aller se poser plus loin, ils tournent autour. Ils passent au-dessus, ils tournent autour. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit la zone c'est ça. Voilà. Mais j'ai pas eu tout le monde non plus. Attendez, tout le monde me fait pas des confidences. Je ne connais pas toutes les solutions de tout le monde. D'ailleurs, beaucoup ne les gardent pour eux, donc je peux absolument pas être certain. Mais de ce qui m'est passé sous les yeux, voilà, j'ai le sentiment qu'il y en a certains qui survolent le Groenland, ouais. Mais ils risquent d'aller se poser aux États-Unis. Y inclut Est-ce qu'ils ont conscience de survoler le Groenland? Je crois qu'il y en a qui ont conscience, ouais. Il y en a qui ont conscience. Mais c'est pas facile d'atterrir au Groenland. Ça glisse. Ouais. Bon, il ne faut pas que j'en dise plus, parce que là, ça va être encore un vocal qui va me valoir des foudres de certains. Est-ce que j'ai des messages privés qui me disent « Michel, tu en dis trop ?» Faut que j'aille voir. Oh, j'en ai pas mal de messages privés. J'irai voir après. Ça vous prend combien de temps d'aller lire tous ces messages? Parce que vous dites que vous en recevez des centaines, mais du coup, ça doit vous prendre énormément de temps. Non, je lis vite. Non, ils sont pas tous très longs. Il y en a certains qui sont plus longs que d'autres, mais non. Je réponds avec un petit emoji mais que chacun sache que je les lis. Il y en a très peu auxquels je ne donne aucune réponse. Il y en a quelques-uns, mais de toute façon, je les lis tous. Mais en fait, le but, c'est pas tellement l'échange. Ce que je comprends, c'est que beaucoup de ceux qui m'écrivent ont envie c'est plus une confidence qu'ils me font, ce que j'apprécie énormément. Mais ça peut pas être un dialogue, puisque par définition, je suis pas là pour discuter avec eux de leurs solutions, bien évidemment. Forcément. Mais c'est quand même, pour moi, c'est intéressant au niveau du jeu, parce que je vois un peu ce qui se passe, en tout cas chez eux. Mais c'est intéressant au niveau humain aussi, parce que dans les messages privés, il passe plein de trucs, plein de nuances. Donc je sais des choses, on me raconte des choses que je garde strictement pour moi, mais qui peuvent être touchantes, intéressantes. Voilà, certains me confient un peu de temps en temps leur désarroi, leurs troubles. Tout ça ne me laisse pas indifférent. C'est pour ça que j'essaye dans mes vocaux j'essaye d'apporter un petit peu quelque chose autant que je puisse, quoi. Oui, Maître Blanche-Neige a reçu combien de recommandés à ce jour? Elle a reçu 94 soumissions de solutions et une pseudo 95e qui serait celle de M. Crollet. Mais M. Crollet, c'est jamais comme tout le monde, donc on va le laisser de côté. Elle en a reçu en tout cas 94. D'accord, merci. Qui ont toutes été vérifiées, même celles qui éventuellement n'étaient pas complétées d'une pièce d'identité ou quoi. Elle s'est fait un devoir de tout regarder, parce que j'avais discuté avec elle en amont en lui disant bon, il y a quand même des gens qui sont extrêmement impliqués, anxieux, qui ont envie de savoir. Il y a parfois beaucoup de travail derrière ces solutions qui sont proposées, donc on se doit de répondre à tout le monde. Donc elle a tout épluché. Vous avez dit répondre à tout le monde. Oui, elle a répondu à tout le monde à travers un constat qui dit voilà, j'ai eu 94 soumissions, il n'y en a pas une qui donne le bon endroit. Oui, d'accord. Il n'y a pas eu de Tout le monde est fixé.
Voilà, et le but c'était que tout le monde soit fixé sur le fait que les solutions ne sont pas bonnes. Il n'y a pas de doute à avoir, rien n'a été laissé au hasard. C'est quelqu'un de très scrupuleux, il ne faut pas croire ce que certains racontent sur leur blog. Elle est très scrupuleuse, elle a fait ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement sympa, qui a très bien compris la logique des joueurs, qui m'a dit on va faire les choses sérieusement, on va bien regarder, on va faire très attention, etc. Et y compris les réponses qui sont arrivées après le 31 décembre. Tout a été regardé. Tout a été regardé. Même si c'était hors délai, tout a été regardé. Ça ne peut pas figurer dans le constat, puisque dans le constat est lié à une mission que je lui ai confiée jusqu'à une date précise. Néanmoins, même les solutions qui sont arrivées après ont été regardées. Mais si aujourd'hui il en arrive d'autres, en revanche, elles ne le seront pas. Elles me seront à la limite transmises, mais aujourd'hui, sa mission est terminée. Elle n'est pas mandatée pour faire ça. Ok. Est-ce qu'on pourrait résumer la chasse, finalement, avec le titre de l'abbé « Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». C'est intéressant comme maxime à appliquer à la chasse. Cela dit, j'y adjoindrai le fait que la notion de chasse au trésor provoque un phénomène de fascination dont il est difficile de s'abstraire. Moi, je compléterai la phrase. Je dirais, il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir que ses solutions sont fausses. Parce qu'on envoie des solutions. On envoie des solutions capillotractées. Non, je vous dirai pas pourquoi, mais en disant ça, vous êtes déjà réducteur. Quand vous parlez de fascination de l'achat, j'ai l'impression que vous sous-entendez qu'on se complique la vie. Ah, je le sous-entends pas. Ça fait des semaines que je l'affirme. C'est un gros sous-entendu, celui-là, ouais. C'est-à-dire que se compliquer la vie, c'est ce processus que j'ai évoqué, mais il est passionnant pour moi, ce processus. En même temps, je le critique parce que je trouve que les propos qui sont tenus sont quand même assez déplacés. Mais quand je parle de la garde rapprochée, quand je parle de la secte, quand je parle du personnage idéalisé de Max Valentin, c'est exactement à ça que je fais allusion. C'est cette espèce de baromètre truqué là qui a été posé sur la table et qui nous fait penser que tout est au beau fixe à l'horizon de Max Valentin et à partir de là on se plante joyeusement, quoi. Voilà. C'est ce que je vous explique depuis des semaines. Hein. À chaque fois que je discute en vocal, c'est la même chose. Hein. Bon, j'ai l'impression que des fois il y a des trucs effectivement simples, astucieux qui passent sur le forum. Mais comme c'est dans la piste de personne, au mieux, le mec a droit à un c'est astucieux, et puis c'est tout. Et ça va aller dans les bas-fonds du forum. Ouais. Et ben là, on est déjà moins réducteur par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, effectivement. Mais dans cette chasse, est-ce qu'il n'y a pas une exploitation de biais humains? C'est-à-dire que finalement, Max aurait réussi à nous envoyer, nous satelliser, mais par des moyens tout à fait qui tiennent au biais humain, en fait. Vous pourriez constituer un des personnages du roman de la Chouette d'Or. Dans des propos comme ça, c'est fabuleux ce que vous dites. C'est fabuleux. Est-ce que Max n'aurait pas ourdi Mais Max, il était comme vous. Vous êtes capable de faire ça, vous? Vous seriez capable de faire un truc comme ça, à ce niveau-là? Dites-moi, franchement. Malheureusement, oui, mais uniquement dans l'imagination. Vous seriez capable de créer un jeu en prévoyant comment les joueurs vont fonctionner, en vous basant sur ce que vous connaissez de l'espèce humaine pour arriver à provoquer l'effet qu'on évoque là? Vous seriez assez roué, assez machiavélique pour faire ça?
Vous en auriez la capacité? Non, pas dans la réalité, certainement pas. Ah bah. C'est purement imaginatif. Ah bah voilà. Et Tomb Raider, c'est comme disait je sais plus qui, il y a un piège mortel enfoui avec la chouette d'or et le gagnant sera trucidé à la seconde même où il va la déterrer, quoi. Non, il n'y a pas de mécanisme pareil, ça n'existe pas, ça. Max Valentin, c'était un consultant en marketing qui a fait quelques rallyes surprises, qui a fait quelques courses de bagnoles, il aimait bien les bagnoles, il a fait quelques rallyes surprises. Un rallye surprise, ça n'a rien à voir avec une chasse au trésor, hein. C'est quand même, c'est fait pour être trouvé dans la journée ou dans les 48 heures, hein. Ça se passe sur une journée ou un week-end, donc ça n'a strictement rien à voir. Le principe des petites énigmes, la petite du parcours, du machin, etc. Ok, mais enfin c'est pas du tout la même chose. Et puis c'était un type complètement normal. C'était pas un psychologue averti, c'était pas un as du décryptage ou du cryptage. Rien à voir avec tout ça. C'était un type beaucoup plus normal que ce qu'on veut bien. Que ce qu'on veut bien penser de lui aujourd'hui ou que ce qu'on affiche comme étant une certitude de lui. Quand on parle de Max Valentin, c'est autre chose. Moi, je parle de Régis Hauser en tant qu'homme. Après Max Valentin, il s'est fabriqué avec la chasse, donc c'était le même, pas plus machiavélique que l'autre, mais lui, il était dans un contexte très particulier auquel j'ai goûté pendant un certain temps, c'est-à-dire on parle, tout le monde écoute, c'est grisant, on a une certaine forme de pouvoir sur les autres, et puis lui, ça l'a un peu grisé. Ça, c'est Max Valentin. Mais pas du tout de machiavélisme au niveau que vous sous-entendez, c'est pas possible. Est-ce que la difficulté viendrait pas plutôt du fait que beaucoup d'entre nous prenons parti et voyons tout noir ou tout blanc alors que la vérité est au milieu? Je sais pas si vous voyez tout noir ou tout blanc. Ça veut dire quoi, voir tout noir ou tout blanc? Tout noir ou tout blanc, c'est les pro-Max ou les pro-Michel. Bon, et là, il y a des clans opposés, mais sur les énigmes, il n'y a pas tout noir ou tout blanc. Non, je pensais à des pièges qui seraient tendus et qui nous amèneraient à écarter des solutions, alors que des pièges peuvent nous amener à des bonnes solutions. C'est difficile de répondre à ça parce que c'est tellement rigoureux comme notion, c'est blanc ou noir, c'est difficile de dire ça. Moi, je crois qu'il y a un contexte. Vous savez, quand je parle de l'histoire de la chouette d'or en devenir, quand je dis elle restera dans les histoires de chasse au trésor, c'est une certitude. Il faut penser qu'elle a sur vous déjà cet effet-là. La chasse en elle-même provoque sur le joueur un effet du fait qu'elle dure depuis longtemps, du fait qu'il y a eu des épisodes assez corsés quand même dans son histoire. Il y a eu des tas de rumeurs, il y a eu des tas de trucs. C'est un bagage. Donc vous n'êtes pas objectif. Vous ne pouvez pas l'être objectif. Vous êtes influencé à un moment donné par l'histoire elle-même de la chouette d'or, de la chasse. Et je crois que le meilleur joueur, c'est celui qui, à un moment donné, qui est capable, comme on prépare un sportif, qui est capable d'arriver à un niveau de concentration qui fait que il élimine complètement l'histoire de la chasse, il se concentre, mais vraiment, il est dans les énigmes. Comme un gars qui est dans les starting blocks, il a la piste devant lui, il sent ses mollets, il sent ses muscles, il est tendu, il est prêt à y aller. C'est ça, rentrer dans les énigmes, ça veut dire être concentré sur soi-même, sur son cerveau, sur son intellect et sur les énigmes. Pas sur l'histoire de la chasse, pas sur Max Valentin, pas sur Michel Becker, pas sur les associations, les certitudes des uns ou des autres. Il faut être soi-même face aux énigmes. Et je pense que ça, c'est devenu un exercice très difficile. C'est ce que j'essaie de faire, mais pourtant, Neptune... il est censé m'aider et puis il m'aide pas tant que ça. Quel salaud celui-là. Je parle de Neptune, hein, pas de vous, bien sûr. Ouais, j'espère. Greg, il y a que Neptune, hein, il aide un chercheur à la fois, hein, donc t'attends ton tour et puis le tour viendra.
Ok, bon, je vais être patient, je suis nouveau alors. C'est rigolo parce que je sens bien que mon propos, il est quelque part, il est un petit peu abscon parce que moi je me comprends parce que je connais les solutions. Vous dites, oui, bah lui il dit ça, mais bon, nous, ça nous dit pas grand-chose. Mais le fait de, c'est un petit peu, j'avais déjà employé cet exemple et je pense que c'est un exemple qui s'applique parfaitement à la chouette. C'est comme les cold cases. Quand un juge d'instruction reprend 20 ans après une histoire de meurtre qui n'a jamais été résolue, qui reprend l'enquête à zéro, comment peut fonctionner ce type? C'est à considérer, ça. Comment fait un magistrat qui reprend un dossier qui comporte des milliers de pages, dans notre cas, ça va être des milliers de pages web, comment il fait pour faire le tri et pour se dire, pour se reposer le problème, pour dire, voyons, faisons abstraction de tout ça, on part de zéro, on chemine comme ça, il y a tel indice, il y a tel truc, qu'est-ce que je pense moi, en mon âme et conscience, de ce fait, de ce mot, de ce texte. Qu'est-ce que j'en pense moi? C'est comme ça qu'il est obligé de fonctionner. Autrement, il va refaire le même chemin que ses prédécesseurs, il va rien trouver. Donc, par rapport aux énigmes, la question, c'est vraiment de se dire, alors, déjà, le premier point, parce que je pense que c'est fréquent, à quel moment je suis complaisant avec moi-même, à quel moment je m'autorise certaines facilités par rapport aux énigmes, une certaine tolérance, il faut en avoir aucune, et à quel moment je suis dans l'imaginaire pur, sur quoi je m'appuie pour construire cette théorie. Je pense que c'est des questions extrêmement basiques, mais elles sont très difficiles à se poser à soi-même et encore plus difficiles pour y répondre. Mais c'est quand même ça la démarche. C'est 30 ans qu'on a derrière nous, bientôt 30 ans de recherche de cette chouette. Si personne n'a trouvé en 30 ans, c'est que tout le monde se plante. Donc si tout le monde se plante, il ne faut pas faire comme tout le monde. Il faut faire autrement. Oui, je pense que beaucoup l'ont compris. Peut-être, sans doute tout le monde l'a compris, ça, qu'il faut faire autrement, mais on ne sait pas où. On ne sait pas si c'est sur l'interprétation, sur le décryptage, sur la compréhension des mots. Par exemple, marcher sur les O, il y en a qui vont dire que c'est marcher sur les O, la lettre O. Il y a tellement de façons, en fait, de trouver une solution. Il faut d'abord coller aux énigmes, il faut coller au cahier des charges, il faut coller aux énigmes. C'est la priorité absolue. Si en collant strictement aux énigmes et au cahier des charges, on arrive déjà à quelque chose, on peut après commencer à réfléchir un petit peu plus. Mais la base de chaque énigme, c'est dans le livre. Je sais bien que je me répète et que j'ai l'air comme ça d'être dans la facilité, mais c'est la stricte réalité, quoi. Et tous les gens qui s'envolent de ça, qui partent dans des directions parfois fumeuses, mais parfois pas. C'est là où je suis absolument dans l'embarras quand je vois arriver des théories que je trouve absolument extraordinaires, qui sont pas bonnes, mais qui sont complètement extraordinaires. Je me dis, c'est impressionnant, ça a une valeur, ça. Mais si on veut trouver la chouette, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais je veux les raconter, ces histoires. Je souhaite les raconter. Je veux, si on veut bien me les confier, mais je souhaite les raconter parce que sincèrement, elles illustrent un éventail de capacités de la part des joueurs, mais qui est complètement, qui est proprement stupéfiant. À telle enseigne qu'avant de connaître les solutions, moi, il m'est arrivé, pas très très souvent, mais il m'est arrivé de voir un certain nombre de solutions rédigées, etc., où je me suis dit, mais les mecs sont vraiment très forts, quoi. J'étais impressionné. Bon, c'était pas bon, mais j'étais quand même impressionné. Ne connaissant pas les solutions, j'avais aucune raison de dire que c'était pas bon. J'en avais pas la possibilité. Donc, j'étais totalement séduit par les raisonnements, par les coïncidences évoquées, etc. J'étais vraiment ébloui parfois, hein. Mais souvent, c'est des solutions sur une énigme, mais c'est rarement, enfin, en tout cas publiquement, des solutions qui s'étalent sur 4-5 énigmes. Enfin, à mon sens, de ce que je vois, moi, de mon côté. Donc, un truc qui paraît qui est super sur une énigme,
Mais si ça sert pas bien dans l'énigme d'avant et l'énigme d'après, au final, ça sert à rien. Ouais, je peux pas trop dire si ça s'étale sur X ou X énigmes, mais moi j'ai vu des cheminements complets qui tenaient la route. Hein. Ça aurait très bien pu être ça. Hein. Enfin, oui, les énigmes sont quand même étanches. Il y a une certaine étanchéité entre les énigmes. Est-ce qu'il ne faut pas non plus se discipliner et puis s'interdire, enfin entre guillemets, de prendre des éléments d'une énigme pour s'en servir dans une autre? Enfin, les éléments en clair, hein, je parle bien. Hein. Prendre des mots qui sont dans l'énigme X pour aller les utiliser dans l'énigme Y. Et je pense qu'il ne faut pas franchir ce pas-là. Chaque énigme a sa solution et c'est seulement la solution qui sert pour plus tard. Bah, il est évident que quand on a résolu une énigme, on est a priori on enchaîne mieux sur la suivante, mais effectivement il n'y a pas de mécanisme aussi marqué que ce que vous venez d'évoquer, ça c'est vrai. C'est pas le mécanisme de clé de passage auquel je fais référence, mais je vois que beaucoup de joueurs utilisent des mots. Ils comprennent pas éternité, par exemple, c'est en clair dans la 530, et ils le réutilisent plus tard dans une autre énigme. Et je trouve que, est-ce qu'on franchit pas la frontière là? Disons que de le faire d'une manière systématique, c'est à haut risque, oui, c'est sûr. Ça fait partie des domaines où on n'a pas de raison a priori logique de le faire. Si à un moment donné il y a une logique là-dedans, c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas de logique à le faire, il faut pas le faire comme ça ex abrupto. Et si on le fait, c'est qu'il y a une raison de le faire. Mais si on le fait de manière prospective en se disant bah tiens, si j'utilise ce mot-là, qu'est-ce que ça va donner ailleurs, a priori on n'est pas vraiment dans la démarche qu'il faut avoir. Parce que je disais ça, mais effectivement, au fur et à mesure qu'on avance dans les énigmes, on se retrouve forcément avec un paquet vraiment qui s'agrandit au fur et à mesure des énigmes, mais ça n'est plus solvable à la fin. Enfin, oui, mais tout à fait, je suis bien d'accord avec ça. Mes amis, il est 17h. Je crois qu'on a encore un vocal monstrueux, donc je vais vous laisser. Aspo vous donnera le lien de téléchargement. On peut le remercier pour ça. Et puis, d'ailleurs, je crois que notre robot n'a pas enregistré. Si, je l'ai pas entendu dire de sa voix bizarre qui nous enregistrait. Si? Non? On ne sait pas. Non, il n'est pas là, donc il n'a pas enregistré. Bon. Alors écoutez, je vous laisse. C'était un bon moment qu'on a passé ensemble. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.